Bonjour et bienvenue sur Radio FSM. Après un tel succès de la première émission et l'achat d'un micro un peu cher qu'on est quand même obligé de rentabiliser, on est très heureux de revenir pour cette deuxième émission. Ce mois-ci dans la Fenloop, on va s'intéresser à l'impact qu'ont eu les fake news sur les élections présidentielles américaines. Grosse nouveauté dans l'heure de colle, on a complètement renouvelé le format et on vous laisse découvrir ça. On a reçu le producteur de l'amour ouf, c'est dans la Minute des Pros, et dans Culturez-vous, découvrez l'exposition Surréalisme au Centre Pompidou. Vous êtes avec Lucas et Octave, c'est parti pour Tic et Tac. Face aux critiques à l'encontre de son gouvernement, Michel Barnier a décidé de prendre les choses en main. Il va faire quelque chose d'inédit, utiliser l'article 49.3 pour faire passer le budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. C'était Thanksgiving à la Maison Blanche la semaine dernière et Joe Biden en a profité. Après avoir gracié la dinde, il est allé gracier son fils de ses accusations de fraude fiscale et possession d'armes illégales. Vous avez sûrement entendu parler de Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie pour atteinte à l'unité nationale. Aujourd'hui, c'est 584 journalistes emprisonnés à travers le monde. Donc, message aux journalistes de pays hyper démocratiques de ouf, si vous n'êtes pas en prison, c'est que vous faites mal votre boulot. Mais je me demande si on va pas finir en tôle, nous. Le 25 novembre, Alban Durostu, ancien bras droit du milliardaire conservateur Pierre-Édouard Sterrin, a pris ses fonctions en tant que directeur de stratégie du groupe Bayard. Pour rappel, le groupe possède des revues telles que La Croix ou Le Pèlerin, mais aussi Okapi et J'aime lire. Face à cette annonce, un vent de protestation s'est emparé du groupe. Et rien que d'imaginer Anatole Latuile tenir un discours conservateur, on comprend pourquoi. Ceux qui veulent partir aux États-Unis pour étudier. Ah, mauvaise nouvelle, Trump a décidé de fermer le ministère de l'Éducation. Bon, il a quand même nommé une dernière ministre dont le job va être de démanteler son propre ministère. Cette brave dame, c'est Linda McMahon, ancienne présidente de la fondation de Catch, évidemment une copine de Trump. Son expérience vis-à-vis de l'éducation? Aucune, vous auriez dû comprendre quand j'ai dit copine de Trump. Franchement, moi je l'aime bien Trump. Mon job c'est d'écrire des blagues, il le fait à ma place, que demander de plus? Avec tout ça, on peut dire que Donald est pas loin de nommer Picsou aux finances. Le seul truc qui lui resterait à faire, ce serait de mettre un vaccinosceptique au ministère de la Santé, quoi. Bon, ouais, ça aussi, il l'a fait. Avec le procès des assistants parlementaires, Marine Le Pen a été accusée de détournement de fonds européens. 5 ans d'inéligibilité politique, 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende sont donc requis contre elle. On a une autre idée de réquisition pour les procureurs. L'OQTF de Marine Le Pen, pour qu'enfin peut-être, elle et Jordan Bardella mettent les pieds à Bruxelles. En Australie, le Parlement a décidé de bannir les réseaux sociaux pour les utilisateurs âgés de moins de 16 ans. Si ça doit arriver en France, on demande juste à ce que ça touche le vrai fléau de la jeunesse. Pronote. Vous êtes bien sur Radio FSM. On commence par la Fenloop présentée par Neila et Bérénice. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Le 5 novembre dernier se sont déroulées les présidentielles américaines avec le résultat qu'on leur connaît. Durant les campagnes électorales des deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, différentes stratégies de manipulation des électeurs ont pu être relevées. Mais alors, quelle forme prennent ces stratégies ? Du côté démocrate, le centre de transparence de Google a révélé que l'équipe de Kamala Harris payait le moteur de recherche pour référencer des articles dont le titre était modifié. Un article de The Guardian titré « La campagne Harris se concentre sur les soins de santé et le droit à l'avortement » devient « La vice-présidente Harris est une championne de la liberté de reproduction ». Selon PolitiFact, 42% des faits énoncés par Harris se trouvent être faux ou partiellement faux. Elle a par exemple assuré pendant sa campagne que Trump forcerait chaque femme enceinte à s'enregistrer auprès du gouvernement. C'est évidemment faux. Bien qu'il ne soit pas favorable à l'avortement, Trump a déclaré être contre une loi nationale d'interdiction. Bonjour monsieur Guldner-Monnier. Bonjour. Merci beaucoup de prendre du temps pour répondre à nos questions. On est venu vous voir parce qu'on sait que vous avez suivi les élections américaines avec un œil très attentif. Un petit peu. Est-ce que vous pensez que Trump a pris une longueur d'avance par rapport à Harris en propageant plus de fake news que sa concurrente ? Évidemment. Et c'est un des reproches qu'on peut faire aux démocrates et qu'on est en train de faire aux démocrates en ce moment, c'est que les démocrates ont trop voulu, mais je les comprends tout à fait, ont trop voulu jouer le jeu, dans le sens anglais du terme, être du côté des gens bien. Mais enfin, je m'exprime mal. Ils ont trop voulu être gentils par rapport à leurs opposants. Alors que les républicains n'ont pas hésité à profiter des moindres petites failles, que ce soit législatives, ou alors politiques, ou alors sociales, ou alors dans le discours des démocrates pour pouvoir s'y engouffrer et au fur et à mesure construire leur opposition par rapport aux démocrates. Du côté républicain, la désinformation s'impose aussi comme une arme électorale. C'est 76% des publications de Trump qui s'avèrent être fausses ou partiellement fausses. Il a par exemple accusé Biden et Harris d'avoir dirigé volontairement les ouragans Helen et Milton vers des États républicains pour empêcher le bon déroulement du vote. Bon, pas de justification nécessaire. Mais peut-on parler de fake news sans parler d'Elon Musk ? Le soutien de Trump, détenteur du réseau social X et désormais ministre de l'efficacité gouvernementale, a mis en jeu
jeu sa puissance médiatique. Entre octobre et novembre, il a publié près de 3000 tweets, soit 100 par jour. Parmi eux, 7% étaient de la désinformation. L'ensemble de ces tweets cumule 1 milliard de vues. Musk a affirmé à tort que l'administration Biden-Harris a fait venir par avion des demandeurs d'asile qui bénéficient d'une voie rapide vers la citoyenneté, directement dans des états pivots comme la Pennsylvanie, l'Ohio, le Wisconsin et l'Arizona. Quand on jette un œil sur des chiffres, ils sont assez parlants. 72% de ce qu'a dit Trump pendant sa campagne était faux ou partiellement faux. Est-ce que c'est le personnage qu'il incarne et son charisme qui lui permet d'aller aussi loin dans ce jeu-là? Évidemment, c'est aussi tout le travail qui a été fait de glorification de la personne. Il y a eu très très rapidement des images qui sont sorties, et d'ailleurs je les ai étudiées avec les élèves que j'ai en classe, sur une déification de Donald Trump avec des images avec la main de Jésus sur son épaule, leur disant qu'il faisait l'œuvre de Dieu, etc., etc. Et donc ça a participé à une certaine starification, et j'oserais même dire une sanctification, dans le sens ironique du terme, de Donald Trump envers son électorat. En seulement 3 mois, les 10 fake news les plus virales ont engendré pas moins de 50 millions de likes sur les réseaux sociaux. Plus de 80% des utilisateurs de X qui ont pris la parole autour de la campagne ont évoqué au moins une fausse information. Près de 54% des Américains déclarent s'informer principalement via les réseaux sociaux. Au-delà de l'éducation, pour un Américain moyen qui est soumis à une fake news, quelles peuvent être les difficultés qu'il va rencontrer pour démêler le vrai du faux? Alors, les difficultés vont être souvent dans la formulation de l'article. Tous les sites qui diffusent des fake news se font passer pour des sites journalistiques, avec des phrases assez complexes pour maintenir l'illusion que ça vient d'un organisme intelligent. Et puis l'utilisation du conditionnel qui au fur et à mesure s'estompe dans un article et qui ancre la véracité entre guillemets de la fake news dans l'esprit de la personne qui la lit. Mais j'ai une relation très distante en fait avec les fake news, parce que quand on parle de fake news, il faut toujours penser à la notion d'émetteur et récepteur. Qui envoie ces fake news et qui reçoit ces fake news? Moi, je fais partie d'un groupe de personnes privilégiées avec un accès à l'éducation, et donc c'est très facilement repérable. Mais en fait, ces fake news-là, ils sont pas faites pour moi. Ces fake news, elles sont faites pour contenter et apporter de l'eau au moulin à une narration de gens qui sont déjà convaincus. Les fake news ne sont pas là pour convaincre, elles sont là pour solidifier quelque chose qui est déjà établi. Vous pensez aussi qu'en France, on a un public beaucoup plus averti vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on nous a un peu sensibilisé malgré tout aux fake news? Non, pas du tout. J'observe beaucoup les réseaux sociaux, et on a le même terreau fertile en France. Les réseaux sociaux ont fait en sorte que toute opinion est mise au même niveau que l'opinion des autres. Et donc il n'y a plus de véritable vérité, de fait. En résumé, le flot d'infox a contribué à la polarisation du débat public, et avec les réseaux sociaux qui s'imposent en tant que vecteur d'information, cette polarisation pourrait devenir le nouveau visage du paysage politique américain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, c'était très intéressant, pas forcément rassurant pour la suite des événements. Ah, je suis désolé, oui, ça c'est mon côté, je suis pas très optimiste pour la suite, mais ça c'est moi. En tout cas, c'était très intéressant et je vous remercie. Merci beaucoup. Eh Lucas, devine qui je suis allé interviewer. Bah, le producteur de l'Amour Ouf, c'est écrit sur ma feuille, vraiment. Ouais, et c'est qui le producteur de l'Amour Ouf? Gilles Lelouch. Voilà, je m'y attendais. Non, Gilles Lelouch, c'est le réalisateur. Aujourd'hui, on est allé voir le producteur, Hugo Sélignac. Bonjour Hugo, merci de nous recevoir. Voilà, au moment où j'enregistre cette interview avec toi, L'Amour Ouf vient de sortir en salle et c'est déjà un énorme succès auprès des jeunes. Ce succès auprès des adolescents en France, comment est-ce que tu l'expliques? Les jeunes, tu peux jamais vraiment l'expliquer. En tout cas, tu peux jamais vouloir centrer ta sortie sur les jeunes tellement ils sont durs à capter. Je pense que c'est le public le plus dur. Donc en fait, je pense qu'il faut faire des bons films, pas réfléchir au public auquel il va être destiné. Et par contre, quand tu comprends, en fait, quand tu fais des projets, tests, et d'un seul coup, tu vois des adultes aimer le film, mais tous les moins de 25, entre 15 et 25 ans, tu les sens les yeux rouges, prennent une émotion très forte. Tu te dis, ok, d'accord, les adultes, ils aiment le film, ils valident le film, mais on sent que le choc émotionnel, il est chez la jeunesse. Donc c'est vraiment, en fait, en voyant ces jeunes sortir de la salle, qu'on a pu comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait émotionnellement pour eux. En fait, en sortant de la Projo à Cannes, où on avait eu 17 minutes de standing ovation, c'était le feu, on se prenait pour les rois du monde. D'ailleurs, on fait une soirée, on fait la fête, on rigole, on est tous ensemble. Et d'un seul coup, à 5h du matin, quand on rentre tous dans notre chambre, il y a la presse qui tombe, on se fait laminer. Gilles Lelouch touche le
le fond, l'amour ouf, vraiment pas ouf. Et là, on se dit, waouh, on l'avait pas vu venir. Grosse gueule de bois. Grosse gueule de bois, même pas couché, donc gueule de bois direct. Et c'est vrai qu'au départ, Gilles, qui a 52 ans, qui a fait un grand film, qui a été pris en compétition officielle, il avait un désir d'une promotion très épurée. Ouais, très cinéma d'auteur. Voilà, on va faire un teaser, je vais faire un JT et rien d'autre. On a été chez Loris, on a été chez McFly Carlito, on a été chez Squeezie, on a été chez Hugo Décrypte, on a fait Lena Situation, et d'un seul coup on s'est dit ok, on savait que ça marcherait, mais on s'est dit le vrai succès, il va se passer chez les jeunes, et donc du coup, grâce en fait à cette presse écrite d'adultes qui n'avaient pas aimé le film, on s'est concentré sur la jeunesse, et je pense que ça a été une force. Donc le Hugo à 11 ans, il découvre le cinéma, c'est ça, et peut-être qu'inconsciemment ça l'attire, mais quand on est jeune, quand on va dans le cinéma, on n'a pas forcément envie d'être producteur, si. Stage de 3e, il faut faire un stage d'une semaine. Donc comme ma famille est dans le cinéma, on se dit bon bah je vais la faire dans le cinéma. Sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de tournage, et donc du coup je fais un stage d'une semaine chez Charles Gassot. À l'époque Charles Gassot c'est le top 3 des producteurs français, c'est lui qui produit La Cité de la Peur, Tanguy, La Vie d'un veuve tranquille, Le Goût des autres, c'est vraiment un immense producteur. Et je fais une semaine à ses côtés, et en fait cette semaine elle a été vraiment très marquante, parce qu'il m'a assis dans son bureau, et je lui ai demandé mais parce que tu dois faire ton petit rapport de stage, et je lui ai dit mais pourquoi tu as voulu devenir producteur? Il a dit parce que j'aime les talents, j'aime les réalisateurs, les acteurs, les actrices, les producteurs, t'es là à toutes les étapes. Il y a une petite porte qui s'est ouverte vraiment à la fin de cette semaine, et je me suis dit putain ça c'est un truc qui m'intéresse. Donc au départ, t'as des connexions, mais ça suffit pas, c'est ça? Bien sûr, les connexions, si tu travailles, si t'es doué, et que t'as envie, et que tu sais observer, que tu sais apprendre, c'est sûr que si en plus de ça, t'as la connexion, bon, bah c'est le feu. Je sais plus ce que c'est le chiffre, mais je crois qu'à la FEMIS, c'est genre, il y a 2000 candidatures à la réalisation, je crois qu'il y en a 200 à la prod, voilà. Je veux dire, c'est que... Pourquoi? Comment t'expliques ça? C'est parce que le réalisateur, c'est l'image un peu stylée, le mec avec son cigare, la chaise et tout ça, ou c'est... Non, je pense que parce que les gens qui ont un désir de cinéma, je pense qu'ils sont piqués par l'artistique, et que comme tu dis, c'est que, alors que pour moi, en fait, un producteur, c'est un artiste. Moi, je me considère comme un artiste au service d'un artiste ou d'une artiste. Ouais, et là, si tu devais nous faire un peu les producteurs pour les nuls, comment est-ce que tu nous résumerais ton job? Moi, pour moi, mon métier, en fait, c'est que moi, j'ai pas fait d'études, je suis pas le plus intello, je suis pas le plus cinéphile. Il y a un truc qu'on peut pas me retirer, c'est ma sensibilité. Quand d'un seul coup, j'ai compris ce que le réalisateur ou la réalisatrice voulait raconter, c'est de la pousser ou de le pousser, en fait, à l'exigence. C'est ça que tu veux raconter? Alors, je l'ai pas compris. Ça, j'ai compris. Il y a 3 écritures dans un film. Il y a l'écriture du scénario. Il y a l'écriture du réalisateur, réalisatrice et des acteurs et des actrices qui s'accaparent, en fait, et qui vont le mettre en bouche. Et après, il y a l'écriture finale qui est le montage. Et le plus dur dans ce métier, c'est quoi finalement? C'est de gérer l'ego des stars, c'est d'aller trouver les financiers, c'est quoi un peu les challenges? Le plus dur, c'est de durer, hein, mais je pense que c'est dans tous les métiers, c'est des hauts, des bas, d'un seul coup t'enchaînes 10 succès et après ça se passe moins bien. Je pense que le plus dur c'est de durer. Ouais, si c'était à refaire, tu ferais le même parcours. Ouais. Moi, ma pire expérience, j'ai une expérience extrêmement difficile. J'ai produit un film qui était un enfer des cheveux blancs, à être déprimé, dégoûté par ce métier. Mais quand j'ai réussi à finaliser ce projet, j'ai vraiment eu le sentiment en fait que j'avais gagné ma carte de producteur. Et pour terminer, 3 recos de films là qui vont sortir dans les prochains mois. Bon, évidemment pas des trucs produits par toi, sinon c'est de la triche. Là, il y a Souleymane qui est magnifique, et même pour les jeunes, je pense que c'est un putain de film d'auteur et je pense que ça peut leur plaire. Je dis beaucoup, on a le droit de dire des gros mots, je l'ai produit, mais je dis quand même, il y a Le Royaume qui est extraordinaire de Gilles Colonna, il y a Leurs enfants après eux qui est un classique pour moi qui sort le 4 décembre que j'ai produit, et dans les films que j'ai pas produits, je l'ai pas vu, mais je crois que le dessin animé Michel Zananissus c'est magnifique. Il y a quoi d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Super, merci à vous. Bah merci beaucoup. Ce mois-ci dans l'heure de colle, nous avons décidé de complètement renouveler notre format. En effet, désormais nous allons accueillir un professeur de l'établissement de manière anonyme, et ça va être à vous de retrouver qui se cache derrière le micro, avec la révélation évidemment en fin d'émission. J'accueille donc notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter s'il vous plaît? Bon, j'ai plutôt un certain âge. Ouais, il y a longtemps que je suis à Fénon. J'aime beaucoup m'amuser, j'aime bien sourire, j'aime bien raconter des anecdotes, j'aime bien emmener mes élèves avec moi, parfois sur des terrains qu'ils trouvent un peu improbables, mais finalement on se retrouve toujours, et voilà, j'aime bien les cours animés, interactifs et surtout joyeux, voilà. C'est une merveilleuse présentation. Maintenant, la grande question de cette chronique,
Racontez-nous une expérience que vous avez vécue qui est absolument improbable. Oui, alors je vais prendre un cadre spatio-temporel très éloigné. Donc voilà, j'étais prof dans ma jeunesse en Espagne pendant 2 ans comme militaire, et je terminais ces 2 ans, la deuxième année scolaire, avec un contrat civil. Donc voilà, c'était le ministère de la coopération. Et donc j'ai été envoyée à Valence, en Espagne. Les élèves étaient parfaitement bilingues, c'était des programmes français. Puis Valence, une ville où vous connaissez peut-être un peu l'Espagne, où on fait beaucoup la fête, où il y a des grandes manifestations au mois de mars, ça s'appelle les Fallas. Et donc en fait, on a beaucoup de mal à faire travailler les élèves. Mais j'ai passé 2 ans sympas, j'avais 2 premières et 2 secondes. Et puis à la fin de l'année, les élèves de première faisaient une fête, d'une de mes classes, et ils m'invitent à cette fête, du genre dîner de classe. Bon, j'y vais, je m'habille bien, tout ça, pour être le mieux possible, alors que ce sont des fêtes qui ont lieu dans des villas magnifiques, parce que c'est des parents d'élèves avec tous des belles maisons avec piscine, dans la banlieue chic de Valence. Bon voilà, j'arrive, j'étais un peu surpris, donc il y avait beaucoup d'élèves. Je vois pas de prof, je trouve ça un peu bizarre, parce que je pensais aussi qu'ils avaient invité d'autres profs. Et puis tout d'un coup, je sais pas, il y a des élèves, enfin des élèves filles que j'avais qui me sautent dessus, qui me mettent sur un canapé et qui s'assoient sur mes genoux. Je trouve ça un peu bizarre, bon. Ok, très bien. Elles étaient dans un état second, je pense qu'elles avaient bu ou... Probablement. Bon, voilà. Donc ça m'a mis quand même un petit peu mal à l'aise. Bon, voilà. Donc je vais pas rester trop longtemps, là, ce que je me suis dit. Et puis à un moment donné, il y a tout un groupe d'élèves qui m'attrape et ils me jettent dans la piscine. Mais j'ai pas trouvé ça drôle du tout, mais parce que d'abord j'étais complètement trempée. Je me souviens, j'avais des Clarks, des trucs, c'était foutu évidemment, elles ont pris l'eau et tout. Et donc le temps que je sèche, on m'a prêté des vêtements et tout. Bon, et puis finalement je suis partie. Mais je me suis dit, c'est la dernière fois que je vais à une soirée d'élèves. J'avais que quelques années qui me séparaient des élèves, j'étais vraiment très jeune prof. Et je n'irai, même si on m'invite à un dîner de classe, je n'irai pas. Et c'est vrai que dans toute ma carrière de prof, je n'ai jamais été à des soirées d'élèves et jamais à des dîners de classe. Et pourtant j'étais souvent invitée. Alors après, il y a des élèves qui me revoient, s'ils ont 40, 50 ans, peut-être un peu moins quand même, et qui veulent me voir, qui m'invitent à déjeuner. Ça peut arriver que je vois des anciens élèves, mais je ne vois jamais des élèves en dehors des établissements avec lesquels j'enseigne. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous êtes l'un des professeurs qui serait le plus apprécié dans une soirée d'élèves? Oui, non, je sais. Mais je vous connais trop bien quand même pour savoir comment ça peut se terminer. Et puis je pense que c'est pas ma place, mais ce que j'ai pas dit, c'est que voilà, il y avait des photos qui ont été prises et une semaine après, je me fais, mais c'était pas il y avait pas de téléphone, il y avait pas de, tout n'était pas mis sur les réseaux, il y avait rien, il y avait pas d'ordinateur, pas de téléphone. Et je me fais convoquer par le proviseur, de qui était quelqu'un de très bien. Je rentre dans son bureau, je me fais asseoir et il me met devant moi toutes les photos qui avaient été prises de moi. Et il me dit, écoutez, monsieur, à essayer d'être dans l'avenir, d'être prudent et de ne pas recommencer. Voilà. Donc ça m'a donné une leçon, mais ils étaient vraiment, c'était à moitié bourrés quoi. Enfin, même plus qu'à moitié. Bon, et dernière question, qu'est-ce que vous pensez de Radio FSM un peu? Écoutez, j'ai écouté la première émission avec beaucoup d'intérêt. J'ai bien aimé aussi l'interview que vous avez faite de Madame Girard. Enfin, je pense que voilà, c'est vrai que vous lui devez aussi beaucoup et c'est normal que vous l'ayez interviewé en premier. Ce qu'elle a dit m'a beaucoup plu. C'est une collègue que j'apprécie particulièrement. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé la façon dont vous parliez, la façon d'annoncer les différentes rubriques, de commenter l'actualité. Enfin, on avait vraiment l'impression que vous étiez des pros, parce que c'est vrai que la radio exige une intonation très particulière qu'on n'a pas dans la vraie vie. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à notre chronique de l'heure de colle. On espère que ce nouveau format marchera et que les gens n'auront pas à deviner dès les premières phrases qui vous étiez. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et dis-moi Sari, elle t'a fait quoi cette expo surréalisme? À vrai dire, j'ignorais hier encore qu'à 30 minutes de métro de là où j'habitais, au 6e étage du centre Pompidou, dans une salle connue de tous, se trouvait une réalité nouvelle, quoique déconcertante. Un moyen de percevoir l'art sans précédent, à la limite du paradoxal. J'y ai vu l'incarnation de personnalités fortes, de sentiments refoulés, sublimés sur la toile. Et à vrai dire, j'ai rapporté de cette exposition un grand nombre de questions faisant plus sens que certaines réponses. Dès les premières salles, on plonge dans un monde où les frontières entre réalité et imaginaire se dissolvent. C'est un peu comme ouvrir une boîte à secrets dont le contenu nous échappe encore. Des toiles où le réel se tord. Des objets du quotidien mais métamorphosés, devenus d'étranges présences. Une chaise qui semble respirer, un visage qui se fond dans un paysage. Les toiles, presque possédées, sublimant les pensées de Max Ernst. Dès lors, on ne regarde plus, on s'abandonne. Et puis il y a cette voix sous-jacente du surréalisme, l'inconscient. On sent partout l'empreinte de Freud, comme une ombre qui murmure. Les œuvres, elles, nous regardent autant qu'on les regarde. C'est une confrontation. J'ai eu ce moment de vertige, comme si une peinture cherchait à me dire quelque chose. Un message enfoui que je n'avais pas encore su entendre. Peut-être une manifestation d'André Breton au monde du vivant.
Il y a cette tension vibrante, presque politique. Ah, les monstres, je les ai croisés dans une salle sombre où les figures hybrides jaillissent d'étoiles. Mi-bête, mi-homme, elles crient la colère des surréalistes face à l'histoire. C'est brutal, c'est puissant. Dali, Magritte, Miro, nombreux sont ceux qui s'y sont confrontés. Ces œuvres parlent des luttes d'hier, mais elles résonnent étrangement avec celles d'aujourd'hui. Les monstres ne sont jamais très loin après tout, n'est-ce pas ? Et puis, comme une respiration après l'effroi, il y a l'amour. Mais attention, ce n'est pas l'amour sage ou ordonné. Ici, c'est un amour sauvage, chaotique, vibrant. Une sculpture attire mon regard. Un mélange de corps et d'objets, de chair et de métal, l'amour surréaliste est un labyrinthe, un feu qui ne s'éteint jamais. Et la nature elle-même devient une amante, une force mystérieuse, une source d'inspiration infinie. En sortant, j'ai cette impression étrange d'avoir traversé une forêt obscure, peuplée de créatures improbables et de vérités cachées. Le surréalisme, ce n'est pas juste un mouvement artistique, c'est une façon de regarder le monde autrement, de voir l'absurde, l'étrange, l'inattendu, là où d'autres ne voient que le banal. Alors je vous le dis, allez-y, laissez-vous dériver. Laissez les œuvres vous parler, vous bousculer, vous inspirer. Qui sait ce que vous trouverez au détour de ces rêves éveillés ? Peut-être en sortirez-vous changé, si ces attentes ne sont pas trop surréalistes. Donc c'est donc la fin de cette deuxième émission de Radio FSM. Donc merci à tous pour votre fidélité. C'était Lucas et Octave à la réalisation, Guillaume au montage et Philippe Opadia, c'est-à-dire moi, pour l'heure de colle.